À nouveau, mesdames les présidentes, messieurs les présidents, merci beaucoup. Alors, on le sait tous, le désir tardif d'enfance est devenu un phénomène de société pour de multiples raisons qui ne sont pas obligatoirement d'ailleurs mauvaises. Et on sait aussi qu'il y a l'idéologie des médias et la présentation ultra positive des mères âgées. L'âge n'est pas un obstacle, il n'est jamais trop tard. Et ça, on le voit, c'est une vérité dans nos chiffres. Par exemple, la FIV après 40 ans, en France, dans les toutes dernières données, comme celles que je vous montrais sur l'insémination, vous voyez que depuis 2012, en FIV, c'est 16%, ça augmente pas trop, 16% à peu près des ponctions et non pas des cycles, puisque nous enregistrons mais nous ne publions pas les cycles. Donc par ponction après 40 ans, on a 16% en FIV, et que par contre, plus dommageable, en ICSI, où normalement l'infertilité masculine sévère est diagnostiquée rapidement, il y a une augmentation entre 2012 et 2015, passant de 13,3 à 14,7. Mais on n'est pas les seuls en France. J'ai entendu que, bien sûr, c'était la même chose en Tunisie. Aux États-Unis, c'est plus spectaculaire encore, puisqu'une étude toute récente montre que les femmes de 40 ans et plus, c'était 16% de tous les cycles en 1996 et que c'est passé à 21% en 2013, augmentation hautement significative. Alors en France, la FIV à 40 ans, comme chez vous, c'est devenu une vraie question. C'est un problème quotidien dans notre centre, mais la réponse des centres est assez variable. Dans une autre donnée de l'Agence de biomédecine, on s'aperçoit que si vous regardez le pourcentage des femmes, celui que j'ai entouré en rouge en bas, de 40 à 42 ans et plus de 43 ans, celles qui ne sont pas prises en charge, selon les centres, il y a des centres qui n'en prennent en charge que 3,4% et des autres qui en prennent en charge 30%. C'est clair que tous les centres n'ont pas la même réponse et n'acceptent pas de la même façon les femmes à 40 ans. Alors, dans des données encore plus récentes de l'Agence de biomédecine, qui nous ont été présentées il y a une quinzaine de jours dans un groupe évaluation, on voit nos taux d'accouchement par ponction en France selon l'âge. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure, dans cette donnée, on a un taux moyen d'accouchement à 20,5. À 40 ans, c'est seulement 9,1, 42 ans, 5,5 et 43 ans, 3%. Ailleurs, est-ce que c'est si différent? Non. Pélissère, à l'occasion d'une FFER en France en 2014, avait fait, non pas une méta-analyse, mais des données combinées. Et il arrivait à des taux de grossesse à peu près identiques, à 40 ans, 12%, peut-être c'est un tout petit peu mieux que la France, à 8%, 41 ans, pardon, 8% à 41 ans, et 6% à 42 ans, c'est-à-dire exactement les taux qu'on a en France, avec comme conclusion qu'on ne pouvait rien faire pour améliorer ces résultats. Alors c'est vrai qu'on doit quand même se poser la question, est-ce qu'il faut prendre en charge avec de tels résultats et comment? Alors prendre en charge ou non et faire une FIV ou non à 40 ans, tout dépend de la cause de l'infertilité et de ce que la nature offrirait. Si c'est une infertilité masculine, tubaire, endométriose, une dysovulation, il y a une cause. Très probablement, mieux vaut prendre en charge que de ne rien faire. Mais à ce moment-là, comment faire pour être le plus efficace? Et puis, on a tous ces problèmes, des infertilités sans cause évidente, ou sans autre cause que l'âge, devrait-on dire, où on doit se dire, est-ce que ça vaut la peine de faire une FIV? Alors, le premier point important, c'est qu'à 40 ans, le bilan, il doit être rapide. La définition de l'infertilité, d'accord, c'est 1 an dans l'OMS 2009, mais avant 35 ans, c'est fini. À 40 ans, dès 6 mois d'essai, il faut faire le bilan, et c'est un message qui n'est pas facile à faire passer. Et vous voyez pourtant que États-Unis, Angleterre ou France, on est tous d'accord sur ce sujet. Un bilan rapide mais efficace. L'interrogatoire, j'en ai parlé, sur la vraie durée d'infertilité. La réserve ovarienne dont on nous a parlé, mais elle est beaucoup plus importante à 40 ans qu'à 25. On sait tous que des grossesses avec une AMH à 0,3 nanogrammes par ml, on peut l'avoir sur une femme de 25 ans, mais qu'on ne l'aura jamais à 40 ans. L'échographie, le bilan masculin, le bilan utérin, la céliose seulement à discuter si problème tubaire. Et là, je vous propose à 40 ans de distinguer 4 types de femmes. Le 40 ans, le désir d'enfant est ancien, le couple n'était pas pressé, il laissait faire la nature. Donc en vérité, c'est une infertilité bien plus ancienne, ce n'est pas une infertilité de 40 ans. Donc il faut faire une AMP, ça a des chances d'être plus efficace que la nature. 40 ans, vous faites le bilan, vous trouvez une cause évidente. Évidemment que c'est mieux, si on a les trompes bouchées, mieux vaut la FIV que rien, c'est une évidence. 40 ans et insuffisance ovarienne plus ou moins débutante. Alors la prise en charge, est-ce que c'est vraiment la FIV? Point d'interrogation. Et puis le cas habituel, c'est nos couples de 40 ans où on n'a pas d'explication, où tout est normal, comme disent les patientes. Oui, tout est normal, c'est pas vrai, tout n'est pas normal, madame a 40 ans. Et alors là, que faire? Donc je vous l'ai dit dans un autre domaine, tout à l'heure, l'infertilité inexpliquée, mais une pseudo-inexpliquée à 40 ans, il n'y a plus de discussion possible, c'est pas FIV ou insémination, c'est FIV direct.
Par contre, est-ce que ça vaut la peine, cette fameuse FIV? Eh bien, maintenant, on commence à s'interroger, et en particulier dans les pays où la prise en charge est totale. Il y a des pays comme le Canada qui se demandent est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre en charge pour si peu de succès. Je vous ai montré quand même des taux de succès à moins de 5%, ça vaut la peine de s'interroger. Et en France, où tout est pris en charge jusqu'au premier jour du 43e anniversaire, les coûts on les a, on est obligé de se poser la question, même si c'est vrai que l'efficacité n'est pas un critère de prise en charge en médecine, en particulier dans un pays comme le nôtre, n'empêche que la question commence à se poser. Alors, admettons qu'on a pris la dame en charge, quel protocole ? Protocole long, agoniste, protocole court, protocole antagoniste. Bon, très honnêtement, il n'y a pas de frottement idéal, il ne faut pas faire semblant. Mais sur les femmes jeunes, normorépondeuses, agonistes et antagonistes, globalement, ça donne des résultats peu différents, même si tout le monde prouve qu'il y a plus d'ovocytes, mais pas plus de grossesse du côté des protocoles longs. Sur les femmes plus âgées, c'est pas simple. Il n'y a pas de bon traitement. Néanmoins, comme Philippe Merviel l'avait publié, mais je suis d'accord, nous on utilise plutôt les protocoles longs avec des protocoles demi-dose pour la mise au repos qui nous semblent les plus efficaces. Et ceci date d'un résultat français, déjà un peu ancien, petit clin d'œil à Jacques Demouzon, mais qui montrait quand même qu'après 38 ans, le meilleur taux de grossesse, c'est quand même en agoniste long plutôt qu'en court ou en antagoniste. Et c'est quand même amusant parce que c'est une idée qu'on n'arrive pas à faire passer. Et au contraire, les cliniciens donnent plus d'antagonistes et plus de protocoles courts, donc obtiennent moins d'ovocytes chez les femmes les plus âgées. Le cycle naturel, c'est pas mon ami. Néanmoins, je voudrais lui tordre le cou encore plus sur les dames après 40 ans. Ça n'a pas de sens. Regardez le taux de succès, 5,9%. Franchement, le cycle naturel, la femme a le cycle naturel sans nous, c'est pas la peine de l'utiliser là. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ces mauvaises répondeuses ou ces femmes qui ont le fait d'avoir 40 ans, le fait des classes déjà en mauvaises répondeuses? Augmenter les doses? Franchement, c'est pas ça qui marche. Nous nous limitons à 450 unités en France. Il y a des études aux États-Unis qui ont montré que passer à 600 ne changeait rien. L'ALH, oui, il y a une méta-analyse en faveur de l'ALH, vous la connaissez, mais attention, protocole long, oui, sous antagoniste, ça a été remis en cause. Et clairement, rien n'est prouvé. La DHEA, ça a été un grand espoir en 2005. D'accord, 10 ans plus tard, la méta-analyse montre qu'il n'y a pas d'effet. La testostérone, idem. Il y a eu encore des études, et tout de suite, vous savez, chaque fois qu'il y a une nouvelle technique, on dit c'est génial, ça augmente les taux de succès. Dès qu'elle est diffusée et un peu plus utilisée, ben non, l'étude randomisée, aucun effet sur les femmes qui sont bien nos patientes actuelles, 41 et 42 ans. Alors, évidemment, utiliser l'ICSI, ça c'est une étude qui vient de sortir. Étude rétrospective, on attend peu d'ovocytes. Je reconnais qu'on le fait nous aussi, hein. Peu d'ovocytes prévus, donc ICSI. Oui, mais taux de fécondation identique, taux de naissance identique. Et même dans le sous-groupe où il y a jusqu'à 3 ovocytes, donc dans les vraies mauvaises répondeuses, aucun avantage pour l'ICSI. Et hop, encore une idée qu'on perd. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons regardé, nous, nos résultats 2012-2014, puisqu'on prenait beaucoup de femmes de 40 ans à Saint-Cloud, enfin Sèvres, puis Saint-Cloud. On a 517 ponctions de 40 ans et plus, qui sont toutes des femmes qui avaient reçu un agoniste protocole long, demi-dose dès que des capeptiles 0,1 ou de Cinarel, dès que la désensibilisation est obtenue pendant la stimulation, qui se fait avec de l'HMG, 300 à 450 unités. Dans cette zone, nous n'avions que 81 grossesses cliniques et 49 grossesses évolutives. Ça fait peu. Et on a étudié les 49 grossesses pour essayer de trouver quels étaient les facteurs de succès. Dans ces 49 grossesses, aucune n'avait une FSH supérieure à 10 et une seule avait une AMH inférieure à 1. Donc, on en a déduit que pour 2015, on allait essayer de n'accepter en FIV, et c'est notre attitude actuelle, les femmes de 40 ans que si elles avaient une FSH inférieure à 10, avec un taux d'estradiol bien sûr inférieur à 50, sinon la FSH n'est pas interprétable, et l'AMH. Alors on peut, nous on est plus comme Didier Devailly sur l'AMH, si vous voulez prendre en compte les comptes des follicules anthro, qui est beaucoup plus variable, humain dépendant, mais on peut, peu importe. Ceci dit, tenter d'expliquer aux autres que le don d'ovocytes, dont je sais qu'il n'est pas possible théoriquement, effectivement ici, représente la seule option réaliste actuellement. Alors est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, on a regardé, on est passé de 7,3 d'accouchement entre 40, 41, 42, puisqu'on s'arrête au premier jour du 43e anniversaire, à 10%. C'est un peu mieux, mais c'est clair que qu'est-ce qu'on fait des autres? Alors, les femmes jeunes qui ont des mauvaises réserves ovariennes, on les accepte. Et leurs taux de succès sont finalement pas mauvais du tout. Sauf que les femmes âgées, au-delà de 40 ans et plus, avec cette réserve ovarienne perturbée. La tentative d'œil qui est souvent demandée par la patiente, les résultats sont catastrophiques, je viens de vous le montrer. Le don d'ovocytes, il n'est pas possible partout, on y reviendra. Le mieux, c'est évident, c'eût été
une autoconservation à 35 ans. Mais il faut aussi regarder un peu la vérité. On peut faire des tas de topos sur les patientes de plus de 40 ans, sur la stimulation, faire une étude qui montre que la DHEA une fois, l'hormone de croissance. Mais non, rien ne marche. Mais pourquoi rien ne marche? Parce qu'on n'a pas de baguette magique. Ce n'est pas seulement la quantité d'ovocytes qui baisse avec l'âge, c'est leur qualité. Alors, vous voyez sur cette étude 2 techniques différentes pour faire un diagnostic d'aneuploïdie, mais de toute façon, on le voit bien à quel point il augmente. Et avec l'âge, nous n'avons pas la baguette magique qui va rendre les ovocytes normaux. Alors évidemment, le diagnostic préimplantatoire. Alors là, on est dans la phase 3 par rapport au topo de tout à l'heure. Effectivement, c'est des publications toutes récentes. Qu'est-ce que nous montre Pellicer? Que c'est génial sur une femme de 41 à 44 ans qui a plus de 5 méta-2. Vous avez ça souvent dans la vraie vie? Pas moi. Mais quoi qu'il en soit, vous avez celle qui bénéficie d'un blastocyste, elle a seulement 15% d'accouchement, et celle qui bénéficie, elle, d'un diagnostic préimplantatoire, on arrive à 32% et augmentation significative du taux de naissance. Plus récemment, c'est une étude qui vient de paraître aussi de Rubio. Étude très intéressante. Les femmes ont 38 à 41 ans, cariotype normal. C'est leur première ou leur deuxième ICSI, plus question de FIV. Elles ont plus que 5 ovocytes en méta-2. Mais il faut lire la phrase d'après, obtenus en 1 à 2 cycles. La biopsie a lieu à J3, le transfert à J5, on a la technique. Il y a moins de transferts, bien sûr, dans le groupe avec le diagnostic préimplantatoire, c'est sûr. Hein. Les femmes qui n'ont pas d'embryons normaux ne sont pas transférées. 68 versus 90. Il y a aussi nettement moins de fausses couches, c'est impressionnant. Et un taux d'accouchement supérieur par transfert et par patiente. Dans le groupe PGD, vous le voyez, 52,9 versus 24. Mais il faut quand même lire la fin, et je l'ai laissé en anglais pour qu'on le revoie bien. Il n'y a pas de différence dans le taux cumulatif à 6 mois après la fin de l'étude, selon qu'elles aient ou pas bénéficié d'un diagnostic préimplantatoire. Mais, donc en fait, on n'a rien gagné en termes de grossesse. Néanmoins, le nombre de transferts nécessaires est plus bas dans le groupe qui a le PGD-A et le temps pour obtenir la grossesse est de 7 au lieu de 15 semaines. Alors, évidemment que c'est tentant pour les femmes de 40 ans qui sont quand même beaucoup des mauvaises répondeuses. Je ne parle pas des PCO vieillissantes qui, elles, sont le rêve à traiter. Mais le problème, c'est le nombre d'ovocytes. Bien sûr, il y a le cumul ovocytaire, c'est la seule solution. Mais quand même, il y a 15 jours, j'étais à Barcelone avec Pedro Barry, père, pour les journées de la Société européenne de gynécologie. Et puisque Pedro Barry, fils, nous a expliqué combien ils peuvent faire de choses à DXEU, je lui ai dit, mais puisque toi tu peux, est-ce que tu fais du DPI à toutes les femmes de 40 ans? Il m'a dit non. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu ne le fais pas avec tout ce que tu nous présentes? Il m'a dit non, parce que quand même, pour le prix, pour le temps, c'est pas possible. Alors, c'est vrai que là, je n'ai pas la solution. Nous, en France, on n'y a pas le droit. Donc le problème est réglé. Le prix et l'accessibilité. La même étude récente de Rubio 2007 prétend, mais je ne peux pas refaire le calcul moi, que le coût estimé serait quand même plus bas par naissance si on fait aux femmes plus âgées un diagnostic préimplantatoire que de leur faire des FIV répétées avec des transferts de blastocystes non testés. La question est obligatoirement posée, d'autant que le cumul ovocytaire. Alors, en France, c'est difficile parce qu'on a un cadre légal flou. Théoriquement, une tentative ne compte que si elle est suivie d'un transfert. Donc, quand on dit qu'il y a 4 tentatives prises en charge par la Sécu, c'est 4 tentatives avec ponction et transfert. Donc, si on congèle les ovocytes, on peut dire ça compte pas. Mais enfin, on sait bien que la Sécu va s'en mêler rapidement. C'est assez flou. Ça augmente le coût parce que quand même, il faut refaire une ponction, il faut restimuler. Nous n'avons pas le droit de faire du screening, donc est-ce que c'est intéressant? Bon, il y a une étude de CIFER qui disait oui, mais l'autre étude disait plutôt non, contrairement aux pays étrangers, et là c'est vrai que c'est fonction de la loi. La double stimulation, je ne vous en parlerai pas parce que j'en ai pas l'expérience, que ça me semble plutôt folklorique. Alors la fiction, il y a aussi tout ce qui vous a été raconté tout à l'heure par notre ami nordique, et puis tout ce qui avait pu être inventé. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on soit honnête. La FIV à 40 ans, on n'a pas de baguette magique. Et cette vieille diapo de Léridon se calcule, il reste vrai. Plus la femme vieillit, moins la FIV sert à quelque chose. Bien sûr, l'alternative, c'est de passer en don d'ovocytes. Mais ce n'est pas acceptable partout sur le plan éthique, sur le plan religieux. Même quand c'est acceptable, on a un manque de donneuses évident. Il est reconnu actuellement que ce sont des grossesses à risque. Il y aura tôt ou tard les mêmes problèmes que pour le don de sperme psychologique des enfants. Et puis on a le droit de dire qu'on veut un enfant génétiquement sien. Ceux qui disent que ça compte pas sont toujours des gens qui ont leurs enfants génétiques. Alors évidemment, ça marche. Hein. Là, les chiffres de l'échelement, ça marche. Mais donc, c'est clair que tout se conjugue pour que se pose la question de l'autoconservation ovocytaire. Pourquoi ne avoir pas plutôt conservé ces ovocytes que d'arriver à 40 ans? C'est clair que c'est évident, cette congélation, ce age banking. Et franchement,
tous les arguments pour, vous les connaissez aussi bien que moi, le recul de l'âge du désir d'enfant, l'allongement de la durée de la vie, la vitrification, la pénurie du don d'ovocytes, la liberté, l'égalité homme-femme. Alors oui, on nous répond l'inégalité sociale, les risques de la stimulation et de la ponction que le CCNE chez nous a mis en avance. Non, on les a les chiffres. Baudry les avait calculés sur des femmes jeunes, la ponction, moins de 1%. Le coût, c'est vrai, le faux espoir, on est beaucoup revenu. On peut dire que grosso modo, si on a avant 35 ans, effectivement, 10 ovocytes, on a quand même plutôt près de 60% de chances d'obtenir un enfant. Et puis le risque d'encourager les grossesses tardives. Mais on ne peut plus éviter la réflexion. En France, le Collège national a pris position pour, l'Académie de médecine aussi. Malheureusement, le comité d'éthique n'a pas pris position pour. Donc je termine en disant, le désir d'enfant à 40 ans, c'est de plus en plus fréquent. La FIV rapide, on est d'accord, mais elle ne va pas rajeunir les ovaires. Il n'y a pas de protocole idéal. Le meilleur protocole, disait Paul Barrière, c'est celui qu'on connaît le mieux. Je vous ai livré celui que je connais le mieux. Le don d'ovocytes, c'est vrai qu'il a des très bons résultats à 40 ans, mais ce n'est pas la solution idéale. Le DPNI, ça ne va jamais rendre des ovocytes normaux ni des embryons normaux. Tout simplement, ça va éviter les embryons aneuploïdes, mais ça va éviter donc des faux espoirs et de répéter des FIV inutilement. Je pense qu'il faut plutôt continuer à informer les femmes et les hommes, parce que trop souvent les femmes nous disent « moi je le sais, mais mon mari, lui, il dit que c'est pas grave que je vieillisse ». Donc de la chute de la fertilité avec l'âge, et autoriser dans tous les pays l'autoconservation ovocytaire, sans dire systématique, parce que ça c'est quelque chose qui met tout de suite tout le monde contre nous, mais à chaque fois que la situation de la femme laisse prévoir qu'elle ne pourra pas réaliser son souhait de maternité avant 35 ans. Et je vous remercie de votre attention.